Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous en ce samedi 15 novembre. Voici les titres que nous développerons dans ce 19h. C'est le rendez-vous des coureurs au grand cœur. Le coup d'envoi de la No Finish Line a été donné cet après-midi à 14h au chapiteau de Fontvieille. Sur la ligne de départ, la princesse Charlène est venue donner l'exemple pour Children and Future. Nous y étions. Également créé pour aider les enfants les plus défavorisés, l'AMAD continue de développer ses programmes dans le monde. Nous recevrons le secrétaire général de l'association avant de nous rendre à New York où une initiative vient d'être développée au sein de différents quartiers sensibles. Et puis dans un monde où plus de 500 millions de personnes écoutent des podcasts chaque semaine, une application Made in Monaco veut bousculer les codes. Nous vous présenterons Tales en fin d'édition. À chaque kilomètre parcouru, 1 € est reversé à l'association Children and Future pour soutenir ses projets auprès d'enfants défavorisés ou malades. De nombreux courageux vont se prêter au jeu de la No Finish Line tout au long de la semaine sous le chapiteau de Fontvieille. La princesse Charlène a donné le coup d'envoi de cette nouvelle édition. Théo Schumer et Camille Caloni. Pas moins de 12 000 personnes se sont préinscrites pour cette 26e édition de la No Finish Line à Monaco. Presque toutes étaient présentes pour le lancement ce samedi sous le chapiteau de Fontvieille, donné par la princesse Charlène. Avec le soutien de nombreux sponsors, chaque kilomètre engrangé permettra de soutenir des projets en faveur d'enfants malades ou défavorisés, portés par l'association Children and Future. Les coureurs ou marcheurs achètent une puce et peuvent marcher courir pendant 8 jours. Et nous, l'association, nous nous engageons à reverser 1 € par kilomètre parcouru grâce aux sponsors, aux inscriptions, aux donateurs. Voilà, il y a les gros sponsors comme la Barclays, ce qui est le plus important, la Fondation Niarchos, la Fondation Stelios, SBM Offshore. Et il y a des BNP et après il y a tous les petits qui font des échanges de partenariats ou de marchandises. Voilà, donc il n'y a pas de petits en fait, tout le monde met la main à la pâte on va dire et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire tout ce qu'on fait pour les projets pour les enfants. Le top départ est donné à 14h30. Les coureurs et marcheurs s'engagent sur un tracé de 1140 mètres qui part du chapiteau et va jusqu'au milieu de la digue de Fontvieille. De nombreux visages familiers de la principauté se sont inscrits pour soutenir la cause, parmi lesquels des officiels comme le ministre d'État Christophe Mirmand, le maire Georges Marsan ou encore le corps des carabiniers du Prince, presque au complet sous les couleurs de Fightheads. Et la compagnie est toujours fidèle aux engagements, notamment de sa marraine, la princesse Stéphanie. Et donc il nous paraissait évident de venir en masse soutenir cette nouvelle édition de la NFL. Et donc à cette occasion, on a eu l'idée aussi de faire un t-shirt un petit peu événement pour marquer le coup. Et on a fixé cet objectif de faire un maximum de kilomètres pour soutenir les belles associations qui sont défendues sur ce bel événement. Les carabiniers vont se relayer ici pendant les 8 jours de l'événement, en parallèle de leur répétition pour la fête nationale et de leurs heures de service. Comme eux, les nombreux inscrits pourront venir courir ici jour et nuit, supervisés par 30 bénévoles de Children in Future. Bref, une 26e édition de la No Finish Line qui promet d'être encore plus belle que les précédentes. Les carabiniers du Prince que vous avez aperçus et même entendus étaient réunis au quai des Artistes hier à l'occasion d'une remise de chèques. Les hommes de la compagnie ont collecté la somme de 15 000 € lors de leur stage vélo en juin dernier. Ils ont affronté sur 3 jours les géants des Pyrénées pour une cause qui leur tient à cœur, Fightheads Monaco, l'association portée par leur marraine, la princesse Stéphanie. Solidarité toujours, l'association mondiale des amis de l'enfance présidée par son Altesse royale la princesse de Hanovre vient en aide chaque année à des milliers d'enfants vulnérables à travers le monde. L'AMAD a tout récemment développé un projet aux États-Unis. Nous recevons son secrétaire général pour en parler. Bonsoir Jérôme Froissart. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Avant d'évoquer ce projet à New York, puisque l'année s'achève, est-ce que nous pouvons dresser le bilan de 2025, donner quelques chiffres et citer les événements les plus marquants et les réussites de l'association? On a fait le bilan, ce qu'on a partagé justement avec nos donateurs il y a quelques temps de ça. L'AMAD est devenue maintenant, je pense, un acteur de la philanthropie à impact qui compte, non seulement ici en Principauté, mais on le voit aussi en Europe et puis aux États-Unis. On revient des États-Unis. Donc pour l'AMAD, c'est 5 grands programmes qui concernent l'enfant vulnérable à travers le monde. Différentes problématiques qui sont prises en charge. Et surtout maintenant, je dirais 324 000 enfants qui ont bénéficié directement
des programmes de l'AMAD en 2024. Ce sont 19 partenaires, ce qu'on appelle des partenaires de mise en œuvre. Donc ce sont ces associations ou ces entrepreneurs sociaux qui sont sur le terrain, avec qui on est en relation et avec qui on identifie, on accompagne des solutions justement à impact en faveur de l'enfance. Et ceci dans 11 pays maintenant à travers le monde. En Afrique, mais aussi en Asie, ici dans les Alpes-Maritimes et tout dernièrement aux États-Unis. Et vous l'avez dit, l'AMAD développe différents programmes, que ce soit chez nous comme à l'autre bout du monde. Quels sont les plus récents? Le dernier, je dirais, c'est peut-être celui justement aux États-Unis. On a un de ces programmes qui s'appelle Un enfant, un talent, qui est vraiment axé sur le développement des potentiels des enfants à travers l'accès à l'art, à la culture. Alors on a eu une première expérience, c'était en République démocratique du Congo, où on a utilisé avec un partenaire la capoeira, cet art martial, pour accompagner la démobilisation et la réinsertion d'enfants soldats. Donc c'est un programme, une initiative qui a eu de beaux résultats, qu'on a maintenant documenté, capitalisé, qu'on a partagé avec d'autres associations et partenaires qui travaillent sur ces problématiques d'enfants issus des groupes armés. Et du coup, on avait aussi l'idée de pouvoir utiliser la danse. Ça, c'est quelque chose qui est précieux à Monaco et en a un intérêt tout particulier. Et on a identifié en Tanzanie, on était invité par une fondation américaine avec qui on travaille, une ONG qui s'appelle Mind Lips, qui a été fondée par une danseuse américaine, danseuse classique, et qui a initié donc en Afrique, en Rwanda, en Mauritanie, en Ouganda, l'accès à la danse pour des enfants vulnérables en termes de réinsertion. Et tout cela est rendu possible grâce au réseau de partenaires de terrain que vous développez? Alors notre approche auprès des partenaires, on part du principe que ces problématiques de l'enfance, ce n'est pas d'ici de Monaco où on va pouvoir y apporter des solutions concrètes, de proximité. Donc c'est tout un travail d'identifier, le travail de l'équipe, d'identifier ces partenaires de mise en œuvre qui peuvent être des associations locales, qui ont déjà un certain degré de développement, je dirais, mais qui sont à un degré intermédiaire, des entrepreneurs sociaux. Donc un premier travail d'identifier ces partenaires. On fait un peu la due diligence comme ferait un investisseur qui voudrait investir dans une société. Donc on a toute une grille d'analyse qu'on a mis en place. Et puis deux axes auprès de nos partenaires. Le premier, c'est d'identifier avec lui des projets innovants qui apportent des solutions concrètes aux problématiques des programmes. Et on va accompagner ce partenaire pendant 3 ans avec un objectif très clair de pouvoir mettre en œuvre cette initiative et ensuite de la suivre, de l'évaluer, de la capitaliser. Et puis quand c'est possible, de passer à l'échelle avec d'autres fondations, d'autres partenaires ou de les s'aimer au sein de notre réseau. Donc ça, c'est la partie, je dirais, projet. Et puis après, on a une partie assistance technique parce que la difficulté de ces partenaires de terrain, ils peuvent avoir des super équipes, des super méthodologies, mais c'est un peu justement comme une entreprise, hein, une start-up, et qui ont besoin justement d'accompagnement. Et c'est ce qu'on est en train, ce qu'on lance actuellement, qui va nous prendre, je pense, beaucoup de temps dans les années à venir, c'est d'accompagner ces jeunes pépites, qu'on appelle pépites, pour qu'elles deviennent des champions de la protection de l'enfance dans leur pays. Et malgré les progrès notables enregistrés ces dernières années en termes d'accès à l'éducation ou de réduction de la mortalité infantile, l'enfant continue de souffrir massivement à travers le monde. Vous en êtes témoin? Oui, malheureusement, ça c'est une triste réalité, hein. C'est malheureux, hein. Je pense que on travaille par exemple sur des problématiques comme l'état civil. Imaginez-vous que 240 millions d'enfants dans le monde n'ont pas d'existence légale, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Donc on a été sensibilisé par exemple à ces problématiques sur ce programme en RDC, sur les enfants soldats. Donc ça c'est un engagement fort parce que c'est aussi de trouver, d'ailleurs pour l'AMAD, comment arriver à faire un peu bouger les lignes. C'est bouger les lignes déjà en termes de sensibilisation, de plaidoyer, parce que ces problématiques-là, quand ça touche l'enfance, on a vite fait de tourner la tête, de ne pas forcément s'y attacher. Donc c'est aussi le rôle de l'AMAD, ce rôle de sensibilisation, et ce rôle aussi de pouvoir y apporter des solutions concrètes. Et je pense que sur l'état civil, on est arrivé maintenant à 250 000 enfants dans 3 pays, régularisés ou inscrits à l'état civil. On lance une grande campagne justement pour atteindre 750 000 enfants supplémentaires, où l'AMAD va avoir, je dirais, une place de choix
pas forcément comme bailleur, mais comme facilitateur, ou en tout cas comme cette capacité que l'on a à la fois de travailler avec des gouvernements, des partenaires de terrain, la société civile, et cette capacité à documenter les choses pour avoir des solutions concrètes. Voilà. Et nous allons découvrir ensemble, si vous le voulez bien, cette initiative que vous avez développée aux États-Unis avec Alexandra Pani, qui est en duplex avec nous. Merci Jérôme Froissart d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'était un plaisir. Alexandra Pani, bonsoir. Vous êtes donc à New York où la MAD a déployé un programme particulier autour de l'expression du corps. Bonsoir à vous. Oui, tout à fait. Cette association s'occupe de communautés défavorisées à New York, dans les quartiers du Bronx et du Queens. À travers l'apprentissage de la danse, ils créent un véritable climat de confiance pour aider les enfants dans leur développement personnel. J'ai pu assister à l'un des cours. On regarde ensemble comment cela fonctionne. Ils sont ici avant tout pour s'amuser, prendre du plaisir, rencontrer de nouveaux amis et ainsi apprendre sur eux-mêmes. Mind Lips n'est pas une simple école de danse, elle permet aux enfants de quartiers défavorisés de se découvrir, sortir de leur zone de confort et développer des qualités qui leur seront bénéfiques en classe et tout au long de leur vie. At first I felt nervous because I got scared because I thought there was going to be a lot of people. But when I was doing, my teacher told me don't give up, it's going to be fast. I like about dancing that it learns more skills and it's more fun and you can learn more things and have fun and things that you already know, maybe you can practice a little more and you can come out perfect. The first day I only knew one girl because it was my friend, and when people came more, we turned more friends and then we're all now friends. Ce programme a été initialement pensé par Rebecca en 2005. L'association Mind Lips voit le jour en 2014 après une réorientation du projet initial. Aujourd'hui, elle est présente dans 6 pays. We believe that leaping, jumping movement helps us understand how we think about ourselves, our community, and our future. It changes our mindsets, hence Mind Leaps. And I think those of us at Mind Leaps who've been part of creating this organization really feel that that's the most adaptable when you're working with young children. These children have the chance to develop big dreams, to find their inner confidence, and to find a really productive pathway in life. So here in New York City, we have the chance to work with 2 different communities. Right now we're here in Jackson Heights, Queens, which is one of the most diverse areas of the entire country. It's a heavy immigrant population, multiple languages spoken on the street, and the population of youth that we're working with are attached to the Jackson Heights community and struggle with English language as not being their first language and also adapting to the American system. But all of these things are things that become more achievable once you improve your social emotional learning skills. We also work in the Bronx in New York City with children affected by parental incarceration. And Mind Leaps also works internationally. We have our largest programs in Africa, in Rwanda, Uganda, Guinea-Conakry, and Mauritania. And we're proud to be partnered with Ahmad Foundation in Mauritania. Le programme s'adresse aux personnes sans abri, aux réfugiés, aux jeunes vulnérables ou déscolarisés, mais aussi aux élèves risquant le décrochage scolaire. Mind Lips s'appuie sur le savoir-faire de professeurs de danse et éducateurs. We have seen amazing stories, especially here at our Queens program. When we first started, all of our kids were completely shy. They were very, very quiet. And it's amazing to see them grow into the person that they are today. I feel like with every class, they grow more and they start to open themselves more as they get to know their bodies more. L'objectif de Mind Lips est de bâtir un avenir où les jeunes du monde entier auront la possibilité et les moyens de prendre leur vie en main. Ce récent partenariat offre de nouvelles perspectives pour Mind Lips. Et pour ma part, c'est avec un léger pincement au cœur que je vous annonce qu'il s'agissait de la dernière chronique USA. Merci pour votre fidélité durant ces 3 années. J'espère vous avoir permis de découvrir de belles initiatives inspirantes venues d'outre-Atlantique. Vous pourrez bien sûr toujours les retrouver dans la rubrique Chronique USA sur notre site internet. Et je vous retrouve très prochainement en principauté, toujours sur Monaco Info bien entendu.
Bon retour Alexandra. Quant à vous, si vous souhaitez soutenir l'AMAD, rendez-vous sur les sites internet de l'association pour un don en ligne sur don.amad.org. Il est également possible de faire un geste par chèque ou par virement bancaire. Avez-vous vos billets pour demain ou pour la semaine prochaine? L'Opéra de Monte-Carlo présente Aïda, le chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi qui dépeint l'affrontement entre les deux princesses, Aïda et Amnéris, luttant pour l'amour du guerrier Radames. José Sacré et Hugo Comaza ont assisté à la répétition générale au Grimaldi Forum. Les célèbres trompettes d'Aïda. Aïda, opéra de Verdi, créé en 1871 au Caire, est à l'affiche du Grimaldi Forum avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le chœur de l'Opéra de Monte-Carlo, sous la direction de Massimo Zanetti, dans une super production mise en scène par David Livermore avec une éclatante distribution. Citons Ludovic Tézier, Evelyne Schrott, Alexandra Kursak dans le rôle d'Aïda, et dans le rôle de sa rivale Amnéris, Marie-Nicole Lemieux, que l'on a souvent entendue en concert à Monaco, mais jamais à l'opéra. Ce sont mes débuts dans ce rôle mythique que j'ai refusé plusieurs fois. Et dans la vie, quelquefois, il faut se mettre des défis. J'arrive maintenant à un âge certain. Et voilà, je me suis dit, quand j'ai reçu la demande de l'Opéra de Monte-Carlo, je me suis dit, allez, on se lance. La musique est grandiose, le rôle est grandiose, les costumes sont grandioses, comme vous pouvez voir, je me sens Elizabeth Taylor à ses grandes heures. Alors voilà, je suis contente. Il reste la première maintenant à faire, on va se reposer et on va tout donner, quoi. Quand on chante Verdi, pour moi c'est la même préparation que Wagner, c'est le même état. C'est la préparation d'une vie. On ne peut pas chanter Verdi à 20 ans. Pour moi, c'est le résultat de 25 ans de carrière. Je ne le vois pas autrement que comme ça. Ne manquez pas cette Aïda de Verdi à la fois grandiose et subtile au Grimaldi Forum jusqu'au 22 novembre. La première a lieu demain et pour l'anecdote, cet opéra avait été commandé pour célébrer l'inauguration du canal de Suez. De son côté, la compagnie monégasque Les Farfadets, dirigée par Sophie Cossu, a présenté hier soir son nouveau spectacle Brûlez-la. Là aussi, les femmes sont au cœur de l'intrigue et en particulier une prénommée Zelda, l'épouse du grand auteur américain Francis Scott Fitzgerald, nous raconte les excès de son époque, les années folles et nous questionne sur notre capacité à accepter la différence. Le ministre d'État Christophe Mirmand et son épouse, le ministre de l'Intérieur Lionel Beffre ainsi que les conseillères nationales Corinne Bertani et Maryse Battaglia ont assisté à cette première au Théâtre des Variétés. Une innovation made in Monaco. Tails a été lancée hier soir. Cette application pourrait bien révolutionner le monde du podcast. Marie Bonnet-Blanc et Alex Avial nous expliquent pourquoi. Et si l'on mettait de côté l'apparence pour redonner place aux mots, aux histoires racontées avec le cœur, c'est l'idée derrière cette application imaginée par une jeune créatrice déterminée à rendre l'accès au podcast plus simple et l'échange autour de l'audio plus spontané. Déjà, moi, j'écoutais beaucoup de podcasts et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas suivre mes créateurs de podcasts préférés et je ne pouvais pas non plus liker, laisser un commentaire, soutenir. Et j'ai remarqué que ces créateurs-là laissaient souvent des messages sur Instagram, justement pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de mon podcast sur Spotify en mettant un lien, etc. etc. C'est très compliqué d'échanger autour de ces contenus audio. Et ensuite, du coup, en prenant du recul et en examinant encore plus, je me suis rendu compte que si même moi, demain, j'avais envie de créer des podcasts, ça allait être super compliqué. Je m'enregistre comment, je monte avec quoi, un ordinateur, etc. sur plein d'étapes différentes. Et justement, avec Tails, on a voulu tout regrouper sur son téléphone parce que tout le monde a un téléphone.
Et puis on peut s'enregistrer n'importe quand, on n'a pas besoin d'attendre de rentrer à la maison, de sortir son ordinateur, son gros micro pour s'enregistrer. On offre vraiment l'accessibilité. Pour faire connaître l'application, un concours a été lancé. Chacun était invité à publier un enregistrement sonore autour de plusieurs thèmes proposés. L'histoire qui a remporté la première place raconte le quotidien d'une enfant en situation de handicap, expliqué avec émotion par sa maman. On prépare forcément un peu plus son script, on va dire, on fait des petits tirets pour rien oublier et justement je trouve que ce qui est important c'est qu'il n'y a pas d'image sur Tales et du coup on est juste soi-même avec sa voix et il n'y a pas à être trop beau, trop belle ou avoir peur de son apparence et on livre juste des mots qui nous sortent du cœur et ce qu'on a envie de raconter du coup. On peut croire en tout et je veux surtout faire passer ce message-là à tous les parents d'enfants porteurs de handicap qui pourraient parfois être désespérés. Par les discours des médecins et qu'il ne faut jamais croire et qu'il faut juste croire en son enfant et c'est ce que nous on fait parce que si on s'était fié au discours juste des médecins à sa naissance, elle n'en serait pas là aujourd'hui. L'application est disponible gratuitement pour tous, que ce soit sur l'App Store ou sur le Play Store. Et elle a déjà été téléchargée plus de 2000 fois. En sport, les meilleures joueuses du monde étaient réunies au Stade Louis II cette semaine. Depuis lundi et jusqu'à hier se tenait la 28e édition du Monte Carlo Squash Classic. Un rendez-vous désormais incontournable. Retour sur ces 4 jours de compétition intense avec Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Après un parcours sans faute, la Française Melissa Alves, tête de série numéro 1, retrouvait hier en finale l'Égyptienne Zeina Mikawi. Une affiche prometteuse, mais la tricolore a rapidement imposé son rythme. Solide, précise, intraitable, elle s'impose en 3-7, 11-5, 11-3, 11-9, décrochant ainsi son 2e titre à Monaco. Un exploit d'autant plus marquant qu'elle n'a concédé aucun set du tournoi. Je pense physiquement j'étais un peu plus préparée, déjà j'étais plus fraîche, le fait d'avoir eu des matchs un peu plus simples, que je me suis rendu plus simple. Mais je pense que c'est le fait que physiquement voilà, j'étais un peu plus prête au combat, plus prête à la bagarre, à ce que ça dure encore 45 minutes, 1 heure. Et elle a voulu un peu finir les échanges plus vite que moi et donc j'ai tenu. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. J'étais plus sereine sur ce match, je pense. Et surtout que la tête de série numéro 2, qui est très proche de moi au classement, n'est pas venue parce qu'elle s'est blessée juste avant. Donc j'avais vraiment le statut d'ultra favorite, il ne fallait pas se rater. Et puis ça fait du bien de savoir que je peux gérer la pression et puis que j'ai conservé ce statut avec la manière surtout. Ce succès vient clore une édition particulièrement réussie pour l'organisation monégasque, car au-delà de la performance sportive, l'événement s'inscrit dans une stratégie plus large, faire du squash un sport de référence en principauté. Mes ambitions seront de faire un tournoi à un niveau supérieur. Nous sommes actuellement sur la PSA, qui est la Professional Squash Association niveau bronze. J'aimerais qu'on amène le tournoi au niveau supérieur qui est argent, qui nous permettrait d'avoir des joueuses encore mieux classées dans le top mondial. Voilà. Ensuite, je vais essayer de continuer à développer le squash à Monaco, surtout au niveau des jeunes générations. Nous avons un coach qui fait des efforts extraordinaires depuis qu'il est là. L'école de squash fonctionne bien, elle a du succès. Pour la première fois, nous allons envoyer 2 jeunes représentants de Monaco dans des catégories 14-16 ans au British Open, qui est le tournoi le plus important, le plus prestigieux. C'est comme le Grand Prix de Monaco. Une 28e édition qui s'est terminée en apothéose. Avec ce 2e titre, Melissa Alves, actuellement 19e mondiale, rejoint le club très restreint des 5 joueuses les plus titrées ici à Monte Carlo. Avec ce temps maussade, vous irez bien visiter une exposition. Une toute nouvelle est à découvrir à l'Espace 22. L'artiste Hugues Beckart présente Holotropie, une immersion dans un univers coloré et vibrant. Le vernissage a eu lieu jeudi. Fabien Bonnia et Lionel Bernardi y étaient. Voyez leur reportage. 20 toiles grand format, faites de textures et de reliefs subtils, captent la lumière pour la transformer en mouvement. Holotropie est une invitation à plonger dans un univers où la couleur devient énergie et la matière vibration. Ma peinture est en fait du subconscient canalisé. J'ai appris à peindre avec mon subconscient. Et donc j'ai nommé cette exposition Holotropie, qui veut dire en fait se mouvoir vers le tout. C'est vraiment une transcendance. J'essaye de faire quelque chose d'homogène, équilibré et surtout expressif et beau, plaisant. Et que chacun puisse vivre sa propre histoire à travers mes toiles, avoir son propre ressenti, sa propre interprétation.
L'exposition sera également présentée dans un espace métaverse immersif, permettant aux collectionneurs et passionnés de la visiter virtuellement depuis le site Web3 Consult. Quant à l'exposition réelle à l'espace 22, elle est visible sur place jusqu'au 27 novembre, tous les jours de 9h à 19h. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité. À suivre les prévisions météo de Théo Schumer et comme le veut la tradition, on se quitte en images avec l'événement caritatif du jour. La No Finish Line dont le départ a été donné à 14h aujourd'hui. Les photos sont signées Ed Wright. Belle soirée et à demain 18h30 sur Monaco Info. Le Maya Hotel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo du week-end. On a eu de la chance ce samedi avec le départ de la No Finish Line notamment. Il a fait beau ce matin et ça s'est bien dégagé cet après-midi. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire qu'il fera aussi beau demain. Bien au contraire, dès le matin, on est reparti pour un ciel très couvert et des averses. Et puis aussi une cellule orageuse qui pourrait même faire son apparition dans le courant de l'après-midi. Au-dessus de la principauté, toujours accompagnée de beaucoup de pluie. Attention, cette dépression s'accompagnera aussi de vent avec des rafales pouvant atteindre 55 km/h. Donc soyez prudents. Côté température, elles iront de pair avec le mauvais temps. Pas plus de 14 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi. Ce dimanche 16 novembre, nous fêterons les Marguerites et ce sera la journée internationale de la tolérance. À méditer. Allez, belle soirée sur Monaco Info et à demain. Le Maya Hotel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.